Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver à un rendez-vous aux 50 qui ne se passe pas du tout aux 50 puisque nous sommes en visio. C'est le premier, certainement pas le dernier rendez-vous aux 50 pour un sujet qui nous tient tous à cœur, c'est-à-dire la cybersécurité et les gestes barrières. On l'a vu, cette période très particulière nous a donné de nouveaux réflexes de travail. Nous étions 4 millions de télétravailleurs. Il n'y a pas eu une ou deux journées où on ne nous parlait pas d'une cyberattaque. Marseille, Charleville-Mézières, Martigues, les hôpitaux de la PHP. Cette période que nous avons tous traversée si particulière sur le plan sanitaire l'a été aussi en termes de cybersécurité et d'attaques cyber. Pour traverser cette heure et demie ensemble, j'ai la joie de co-animer avec Dominique Perrier et Yannick Essaidi. Dominique, président du comité technologique du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, et Yannick Essaidi, analyste en cybersécurité chez Inquest Risk. Alors, Inquest Risk, c'est quoi? C'est la société d'experts qu'utilise Verspiren pour nous défendre, nous les experts comptables, quand nous sommes attaqués ou cyberattaqués. Il est vrai, et donc Yannick connaît parfaitement nos problématiques d'experts comptables. Voilà cette petite introduction faite. On va passer directement au vif du sujet. On est déjà, voilà, à peu près 113 à être connectés, donc vous êtes à peu près 50% à être là. On peut y aller. Le mail suivant, vous l'avez tous reçu, ce mail. Alors, c'est un mail du Conseil supérieur de l'ordre qui nous explique que nous avons reçu un faux mail, ce qu'on appelle du phishing. Yannick va nous expliquer ça très bien après. Voilà ce qui s'est passé pendant cette période du coronavirus. Voilà ce qui s'est encore plus passé, parce qu'évidemment, on en a déjà eu tous des mails comme ça d'arnaque. Moi, j'en avais eu un sur un abonnement OVH il y a un an et j'avais malencontreusement répondu. Là, celui-là, ça nous promettait une nouvelle adhésion à notre compte expert. Alors, c'est sûr que c'est pas cher. 1,99 €, on pouvait y aller. L'objectif, je vais laisser déjà la parole à Yannick. L'objectif d'un mail comme ça, donc c'était quoi? Oui, donc l'objectif de ce mail était effectivement donc pour le pirate en tout cas d'envoyer un email frauduleux usurpant en gros l'identité d'un destinataire ou d'un expéditeur ou d'un véritable mail en tout cas pour faire croire que cet email est un vrai bien sûr. Et en l'occurrence on peut voir qu'en bas donc il demande à effectuer un paiement donc d'1,99 €, donc qui paraît dérisoire du coup. Et la victime en fait va penser forcément que c'est un véritable mail, donc va envoyer donc au pirate sans le savoir sa carte bancaire, donc avec tous les numéros qui vont bien, le code, etc. Et du coup, le pirate sera en possession ensuite de ces informations, donc toutes les informations de carte bancaire qui vont bien, et pourra donc par la suite l'utiliser frauduleusement pour utiliser des paiements divers, etc. Et effectivement, sur ce mail-là, on peut voir que l'adresse mail, par exemple, noreply@tc-expert, etc. En fait, ce mail-là, cette adresse mail, en tout cas, est une fausse adresse mail. Il me semble qu'ils ont juste modifié, par exemple, les lettres TC, donc @tc, etc. Au lieu de TS, il y avait TC. Alors, il est sûr qu'il fallait le voir quand on l'a reçu. Ce qu'on peut dire comme ça, évidemment, après coup,
c'est qu'il n'y avait pas le logo du Conseil supérieur de l'ordre. Donc, ça peut être une mini-alerte. Pour tous ceux qui se sont fait avoir et qui sont en train de trembler, là, j'ai envie de dire, ben, le seul truc à faire, c'est de faire opposition à sa carte bleue, non? Oui, bah oui, faire opposition à sa carte ou alors, euh, bon, ben, il est aussi possible, par exemple, de mettre des systèmes de protection sur sa carte bancaire, par exemple, dès qu'il y a un paiement qui est effectué, si on n'est pas au courant, en gros, ça peut, par exemple, envoyer un SMS sur son téléphone pour le paiement, etc. Donc, on peut aussi activer sur sa carte bancaire certains systèmes. En tout cas, effectivement, c'est la première chose à faire si jamais ça se passe et qu'on n'a pas ce type de système, c'est de bloquer immédiatement la carte bancaire auprès de sa banque et demander s'il est possible de récupérer les fonds, etc. Ok. Bon, voilà un bon exemple, hein. Je pense que là, on est tous dans le bain directement avec ce mail donc, qu'on a reçu là, fin avril. Euh, on va passer à la suite. Là, on a vu donc un des exemples de cybercriminalité, le phishing, mais il y en a pas mal d'autres. Yannick, hein, là, je te laisse la parole si tu veux nous expliquer tout ce qui nous attend malheureusement. Il n'y a pas de souci. Oui, alors là, en plus, c'est vrai qu'on est vraiment en plein dedans avec le Covid-19, etc. Il y a vraiment une explosion d'attaques. On le verra juste après. Donc, on retrouve effectivement différentes typologies d'attaques. Donc, on a la première donc, qui est l'attaque la plus connue, le fameux ransomware, où en fait, en gros, on a un virus qui arrive à s'infiltrer dans un ordinateur, hein, tout simplement. Et ensuite, il va donc effectuer. En fait, il va chiffrer les données, c'est-à-dire qu'il va les rendre inaccessibles. Donc, par exemple, si on clique ensuite sur un fichier Word, par exemple, celui-ci ne s'ouvrira pas. Et en général, quand le virus arrive pour bloquer ces fichiers, il y a toujours un petit fichier texte qui rentre aussi à l'intérieur de la machine avec écrit, par exemple, en l'échange de 10 000 $, etc. Donc, il demande en général à être payé en Bitcoin. Donc, il demande à payer pour pouvoir récupérer les données. Donc, c'est vraiment une rançon. Donc voilà, on parle de rançon logicielle et effectivement ça peut être désastreux dans le sens où si on est avec une entreprise qui est assez grosse, en fait le virus peut rentrer dans un PC et ensuite se déployer sur tous les autres ordinateurs et effectivement là ça peut être critique, surtout si on n'a pas de sauvegarde. On verra ça juste après, on en discutera. Donc ensuite, on a le piratage de boîte mail. Donc, le piratage de boîte mail, là, c'est en gros, le pirate arrive donc par plusieurs moyens, hein, arrive à récupérer donc des identifiants et mots de passe de boîte mail. Et par la suite, une fois qu'il est en possession de ces identifiants, il peut bien sûr se connecter sur ces différentes boîtes pour, par exemple, prendre, là, pour les experts comptables, par exemple, il peut prendre connaissance de certaines transactions qui ont lieu, par exemple, de certaines transactions, et après, il peut, par exemple, essayer de modifier un RIB, etc., pour récupérer l'argent. Donc voilà, ça c'est assez connu aussi. Ça, on l'a vu, je crois, chez nos clients, là pendant cette crise du coronavirus, des fournisseurs qui envoyaient à certains de nos clients des mails en leur disant voilà, on a changé de RIB, merci maintenant d'envoyer sur ce RIB-là. Je ne sais pas si Ouais. tu en as aussi, Dominique, des comme ça, non? On en a Ok, eu beaucoup avant, par contre. C'est des sujets qui arrivent régulièrement, ça. d'accord. Oui, c'est très connu, effectivement. Après, on va retrouver aussi les fuites de données. Donc là, les fuites de données, en gros, c'est alors soit un pirate a accès donc à des boîtes mail et va par exemple faire des copies de cette boîte pour avoir des données confidentielles et ensuite il va pouvoir les revendre ou alors les partager, etc. Donc c'est soit par ce biais-là, soit ils ont un accès directement au système d'information ou à un PC et ils vont faire des copies pour les revendre et les partager. Voilà, donc ça c'est la fuite de données. Ensuite on a le phishing, c'est ce qu'on a vu juste avant, donc c'est un faux mail
usurpant l'identité d'une société. Par exemple, on connaît tous le faux mail des impôts, etc., en disant qu'on rembourse de l'argent, etc. Donc, les personnes se connectent et pensent qu'il s'agit vraiment des impôts. Donc, voilà. Ensuite, on a donc l'usurpation de nom de domaine. Donc là bon, c'est un petit peu plus technique, mais en gros, c'est un petit peu ce qu'on a vu juste avant. En fait, par exemple, les pirates vont créer une boîte mail, en gros, avec un nom de domaine qui est ressemblant. Par exemple, @tc quelque chose, ils vont faire des modifications. Et par ce biais-là, ils peuvent soit créer un faux site en faisant croire que du coup, on arrive sur le véritable site d'un ordre, par exemple, sauf qu'en fait, c'en est un autre. Donc là, ça s'appelle l'usurpation de nom de domaine. En fait, on change des caractères, on fait croire qu'il s'agit d'un vrai site, par exemple. Ensuite, on a le déni de service. Là aussi, alors là, ça arrive un petit peu moins pour les ordres des experts comptables, mais ça arrive, on l'a quand même déjà vu. En fait, les pirates vont faire en sorte, par exemple, en gros, informatiquement parlant, ils vont envoyer énormément de requêtes, par exemple, vers un site web pour faire en sorte que le site web soit inopérant. Donc, en gros, le site web va avoir tellement de données à traiter qu'il en fait, il sera plus fonctionnel. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt rare pour des experts comptables, mais en tout cas, on a déjà pu le voir. Je te vois manifester, Dominique. Tu ne semblais pas tout à fait d'accord avec le déni de service. Si, je suis d'accord, mais ça arrive. En fait, je pense que l'assurance est au courant quand il y a un vrai problème, mais ça nous arrive régulièrement. Et il arrive aussi, au-delà des sites internet qui sont piratés et bloqués, comme c'est exprimé là, il peut arriver que les imprimantes soient piratées aussi. Alors, c'est un truc complètement dingue. C'est que l'imprimante qui a une adresse IP se retrouve piratée sur un site et elle imprime en permanence. Sauf que si c'est un gros copieur qui te sert sur tout ton bureau, ben, tu ne peux plus rien imprimer. Donc, ça fait partie des sujets. Pour le coup, on n'appelle pas l'assurance pour ça, on débranche et on redémarre, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, là, Yannick, on est dans des classiques de la cybercriminalité et tu veux nous parler du petit dernier là qui t'a bien occupé ces derniers jours pendant que tu préparais le web. Alors effectivement, là, il y a une nouvelle sorte effectivement qui arrive. On travaille dessus, donc tous les experts en cybersécurité travaillent dessus actuellement. En fait, il s'agit donc d'un nouveau ransomware, donc un nouveau rançon logiciel qui se nomme Maze. En fait, celui-là, il a une toute nouvelle particularité et c'est justement ce qui inquiète un petit peu. En fait, c'est ce ransomware-là va donc chiffrer les données comme le ransomware classique, donc il va les rendre inopérants. Mais surtout, il a une nouvelle particularité, c'est qu'en fait, ce ransomware va donc réaliser ce qu'on appelle de l'exfiltration de données. Donc en fait, c'est qu'il va copier un maximum de données un maximum de données possibles. Donc ils font de la copie de données. Donc le pirate possède par exemple des données de plusieurs ordinateurs, plusieurs serveurs, etc. Donc ils ont vraiment énormément de données. Et ensuite, ils vont donc demander la fameuse rançon. Donc ça, c'est toujours le même principe, sauf que là où c'est un peu plus délicat, c'est qu'en fait, un ransomware classique, si on a par exemple une sauvegarde de ces données, en fait, on peut très bien dire, bon, le serveur, hop, je le remets à zéro, je remets les sauvegardes et on repart tranquillement. Donc ça, c'est possible. Par contre, avec un ransomware comme le fameux Maze actuellement, celui-là, c'est beaucoup plus délicat parce qu'en fait, vu si on ne paye pas la rançon, ils divulguent les données. C'est vraiment délicat parce que du coup, malheureusement, les sociétés peuvent se retrouver dans l'obligation de payer de peur que les données ne soient vendues ou transférées gratuitement, etc. Et c'est là où c'est un peu plus délicat. Donc, il y a un très gros travail qui est fait dessus actuellement pour tenter en tout cas de… Que nous, experts comptables, c'est le genre d'attaque qui pourrait nous faire frémir. Parce que on peut imaginer être à l'abri parce qu'on sait qu'on a des sauvegardes opérationnelles en cas d'attaque,
En revanche, si on fait partie d'une opération en fait, de chantage, hein, en fait, une rançon contre la divulgation de données confidentielles, et évidemment les nôtres le sont de par notre profession, ça pourrait terrasser plus d'un professionnel. Là, bon, ben, je suis contente de vous avoir invité, Yannick. Effectivement, bah, en fait, c'est vraiment le ransom. On peut presque dire que ça va être le ransomware 2.0. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça peut être délicat. Donc, c'est pour ça que là, tout le monde travaille dessus. Et en tout cas, on voit comment faire pour celui-là. Mais effectivement, ça peut être compliqué. Donc, en fait, il faudrait qu'on ait des données cryptées. En fait, il faudrait que nos données soient cryptées. Comme ça, le jour où elles sont comme ça kidnappées, elles ne seraient pas utilisables. Vous partez sur des pistes comme ça ou pas? Alors là, c'est quand même, alors c'est quand même vraiment délicat parce que, en fait, bon, bah, ce qu'il faudrait faire, en tout cas, au mieux, ben, c'est d'avoir un système d'information ou un ordre qui serait vraiment sécurisé au maximum. Donc, je vais donner un petit exemple, mais l'utilisation du fameux VPN qu'on entend partout en ce moment pour se connecter à son système d'information, ça, par exemple, enfin, il va y avoir beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place en fait pour tenter en tout cas d'empêcher les pirates de se connecter sur son système d'information. On verra après donc les bonnes pratiques avec Dominique pour se protéger de ça. En tout cas, pour cette attaque-là, voilà, c'est quand même beaucoup plus délicat. On ne peut pas encore donner précisément de marche à suivre, etc. Si c'était bien sûr de bien se protéger et aussi un point extrêmement important, d'effectuer de la sensibilisation de ses collaborateurs en termes de cybersécurité. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, il y a beaucoup, on en voit encore en ce moment, enfin, il y a beaucoup trop de personnes qui ne sont pas au fait de ces différentes attaques, etc. et qui se font manipuler par des pirates, etc., par mail, même par téléphone. On en voit encore trop souvent. Et ça, malheureusement, c'est vraiment un manque de sensibilisation des collaborateurs en cybersécurité. C'est important d'y penser aussi. Oui, tu voulais intervenir, Dominique? Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est plutôt ça n'arrive qu'aux autres et c'est pas le cas. Et on en parlera tout à l'heure, c'est ce qui vient d'être dit là, c'est que c'est un vrai sujet. Malheureusement, c'est comme une maladie, ça n'arrive jamais qu'aux autres, ça peut nous arriver. Et on a le sentiment qu'en cybersécurité, c'est pas un sujet qui nous concerne. Donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Non, je voulais revenir sur le nouveau rançongiciel dont vous avez parlé, Maze. Est-ce que vous savez comment il rentre dans le système d'information? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que c'est via un phishing ou est-ce que c'est autre chose qui permettrait d'alerter un peu plus? Oui, alors là, honnêtement, c'est exactement les mêmes vecteurs d'attaque que pour les ransomware classiques. Donc, le plus répandu aujourd'hui, donc en plus avec le Covid, il y a une explosion. En fait, c'est d'une attaque donc en fait par manque de VPN. En gros, là, avec le Covid, les sociétés ont voulu donner en fait un accès distant à ses collaborateurs à leur société. En général, les bonnes pratiques, il faut utiliser un VPN pour accéder à son serveur. Et ça, en fait, ça n'a pas. Les sociétés ont voulu donner des accès rapides en télétravail, etc. Et ils l'ont fait très rapidement au détriment de la sécurité informatique. Et au lieu, par exemple, d'installer des VPN, etc., ils ont ouvert des accès directs sur leur serveur sur Internet. Donc, les collaborateurs ont effectivement accès au serveur très rapidement, etc. Sauf que, en fait, les serveurs ne sont pas du tout protégés et au contraire, il y a une faille de sécurité qui est créée. Et le pirate, en fait, cette faille de sécurité-là, la connaissent très bien. Du coup, ils ont tenté en tout cas d'attaquer tous ces accès-là. Et il y a vraiment eu beaucoup de sociétés qui ont été impactées là avec le Covid. Donc déjà avant le Covid, mais là avec le Covid, ça a vraiment été une explosion, quoi. On va passer à la suite. Donc, état des lieux de la cybercriminalité, je pense qu'on a presque de tout dit. Là, Yannick, tu veux ajouter un… Oui.
Non, non, non. Alors c'est vrai que bon, on peut par exemple retrouver donc des pirates qui vont agir pour certaines causes, etc. Mais ça, c'est vraiment relativement rare. Euh, et en ce moment là, c'est vraiment, enfin c'est honnêtement le profit, voilà, le profit c'est clairement le point numéro un des pirates, surtout en ce moment. Et en plus, avec le Covid, où on a même pu voir qu'ils ont attaqué des hôpitaux, etc. Enfin, c'est vraiment allé très loin. Donc là, c'est purement business, quoi. Alors Yannick, j'ai deux questions là. Mhm, Le fait de cliquer sur un lien pour se désabonner d'une lettre ou d'une liste de diffusion est-il mhm. vecteur de risque? Non, non, non. Pour se désabonner, en général, non. Après, ça dépend aussi. Enfin, si c'est un lien de phishing où on peut cliquer, par exemple, et si c'est un faux lien, c'est possible, mais c'est relativement rare. En général, juste pour se désabonner, il n'y a pas de problème. Je dis bien en D'accord, général, hein, parce que d'accord. C'est pas le vecteur habituel du phishing, mais ça pourrait l'être. C'est possible. Oui, oui, D'accord. c'est possible. En général, non, mais voilà. Alors là, j'ai une autre question qui est Mhm. donc le pirate se connecte parce qu'il connaît l'adresse IP du serveur. Donc, Euh, question qui rebondit sur autre chose, je vous la dis telle quelle parce que je la comprends pas bien, hein. alors, oui, j'ai pas trop. Excusez-moi, j'ai Dominique, pas. Simplement, si c'est de savoir, est-ce que l'on peut attaquer directement un serveur via une messagerie? Je la traduis comme nous, on la traduirait en tant que novice. Pourquoi? Parce que l'adresse IP, c'est l'adresse où se trouve ton ordinateur et c'est comme ça qu'on la retrouve sur Internet. Et pour ça, mais je vais laisser Yannick parce que je ne suis pas le spécialiste. Mhm. Simplement, parce qu'on en a parlé plusieurs fois et tu l'as évoqué, le VPN qui est un vrai sujet, on en reparlera un petit Oui. peu tout à l'heure, il faudra qu'on explique clairement ce que c'est pour que les gens comprennent que ce n'est pas compliqué à mettre en place. S'il Mhm. te plaît. Oui. alors, ouais, pardon, vas-y, Yannick. Non, il y a pas de souci. Oui, merci, il n'y a pas de souci. Oui, non, alors effectivement, donc, alors déjà le VPN, ça va être donc, en gros, c'est un tunnel qui va être créé donc entre une société où se trouvent les serveurs, etc., et, l'utilisateur en fait. Hein, donc l'utilisateur a son PC, hop, il peut allumer son petit VPN, donc ça va créer un tunnel sécurisé entre son PC et sa société. Et du coup, toutes les informations qui vont transiter seront sécurisées par ce VPN-là. Et si, ben, du coup, avec l'absence de VPN, en fait, les données transitent directement ben, sur Internet. Et surtout, c'est ce qu'on a vu il y a quelques instants, en fait, si on ne fait pas ça, l'adresse IP en gros de la société qui n'utilise pas de VPN est directement exposée sur Internet. Et du coup, bah, en fait, cette adresse IP-là est directement exposée et un pirate peut tenter de s'infiltrer à l'intérieur des serveurs par le biais de cette adresse IP, effectivement. Et d'où, en fait, l'utilisation d'un VPN pour vraiment sécuriser tout ça et faire en sorte que le pirate ne puisse pas accéder à cette adresse IP. Donc, c'est un petit Alors, peu technique, mais en gros, voilà. pour en revenir sur l'état des lieux de la cybercriminalité, comme on a la chance Mhm. d'avoir Yannick, donc qui fait partie de la société qui travaille avec Verspiral, je vais demander des petites statistiques. Donc en 2018, ils ont traité 120 dossiers de cyberattaques d'experts comptables. On pourrait se dire que c'est relativement peu, on est 20 000 experts comptables. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup parce que, et évidemment, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et évidemment, il y a beaucoup plus de cyberattaques que celles-ci qui ne sont pas déclarées à l'assurance. Donc, ce sont les attaques, évidemment, déclarées à l'assurance. Mm. Les typologies d'attaques, il y a eu 83 demandes de rançon, 23 compromissions de boîte mail, c'est-à-dire du phishing, et 14 autres. Les zones de vulnérabilité, hein, donc si on a envie de se poser la question par où il passe, la zone de vulnérabilité, c'est encore ce fameux VPN. On est désolé, Mm. on va radoter pendant 1 heure et demie. Moi, en préparant cette émission, je crois que je commence à comprendre que le VPN est indispensable. Il l'est aussi
chez nos collaborateurs qui sont à distance chez eux, lorsqu'ils ont un ordinateur, un iPhone, ils font des partages de connexion. En fait, on peut mettre des VPN sur les iPhones. Je pense que le mot magique de ce webinaire, ça sera VPN. Je me suis amusée à aller chercher ce que ça veut dire. Non, ok, je fais pas. Non, ok, je fais pas test contrôle surprise. Ok, c'est Virtual Private Network. Voilà, donc ouais, donc l'accent en anglais c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même. L'important c'est de participer. Yannick, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus donc sur les attaques d'experts comptables, donc les rançons, principalement le ransomware. On va décrypter après tout le cheminement Le cheminement. web. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors là, tout de suite, non, honnêtement, je pense que le mieux, ça serait effectivement qu'on discute du ransomware. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, ça commence à gauche par un attaquant méchant. Et, enfin, on sent qu'il est méchant. C'est ça, avec son petit chapeau, ses petites lunettes, voilà, parfaitement. Donc, alors, effectivement, donc on va avoir alors, faut savoir que c'est vraiment, alors, c'est rarement des pirates qui sont solitaires. On va surtout en fait retrouver des groupes derrière, donc on va avoir des groupes de pirates, etc. Donc, qui vont, donc c'est principalement, alors soit par une campagne comme on peut le voir, une campagne de spam où on va avoir par exemple des mails frauduleux qui vont partir en direction en fait, les pirates, ils vont avoir des listes de mails entières. Donc, je dis une bêtise, ils vont avoir 100 000 adresses mail et ils vont envoyer un mail en masse donc à toutes ces personnes-là. Et il y a toujours, bien sûr, des personnes qui vont cliquer, etc. Donc, ça, c'est déjà le premier exemple. Donc, la campagne de spam. Donc, hop, ils envoient les mails. Donc, à l'intérieur, on va retrouver soit le cheminement numéro 1, donc avec un site web qui est frauduleux. Donc, hop, les personnes vont cliquer sur un lien à l'intérieur qui va les emmener vers un faux site des impôts, par exemple, je dis une bêtise, et ensuite, dès qu'elles cliquent donc, à l'intérieur de ce site malveillant, en gros, ça va leur envoyer un petit pop-up, voulez-vous autoriser, etc. Ils vont mettre oui, en gros, malheureusement, les personnes font pas toujours attention. Alors, par exemple, ça va être le matin, etc. Ils vont ouvrir les mails, ils vont pas trop faire attention, ils vont cliquer, et ça va déployer sur leur PC ce fameux ransomware et qui ensuite pourra se déployer à l'ensemble du système d'information, tous les PC qui sont à côté de lui, quoi. Voilà. Donc, on a soit via cette URL, donc ce site web frauduleux, soit par le biais d'une pièce jointe aussi, parce qu'on va par exemple avoir ça aussi, on l'a beaucoup vu. On va avoir par exemple une campagne de mail avec à l'intérieur un fichier Excel, par exemple. Et en fait, les personnes ouvrent ce fichier Excel. Et là, donc, je prends l'exemple du fichier Excel, bien sûr, mais en gros, dès qu'on l'ouvre, pareil, ça va demander voulez-vous autoriser, etc. Alors, les personnes mettent oui. Et en fait, cette action d'autorisation fait rentrer en fait à l'intérieur du PC ce fameux ransomware, encore une fois. Donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Donc, en ce qui concerne les mails, on peut avoir donc soit des sites web malveillants, soit des pièces malveillantes. Voilà, il faut toujours faire vraiment attention, voir si le mail provient bien d'une personne que je connais, s'il est cohérent. Par exemple, est-ce que c'est normal qu'on reçoive des mails qui vont nous dire qu'on a gagné de l'argent, etc. Enfin voilà, faut faire attention à tout ça. Et ensuite, donc, on va aussi avoir donc un dernier, ce qui se passe le plus en ce moment, donc l'accès distant. Donc en fait, ça en bas, ce qu'on peut voir en fait, c'est la fameuse mire de connexion pour se connecter par exemple sur un serveur ou autre.
Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, mais en tout cas, c'est assez fréquent. Donc là, en fait, les bonnes pratiques, c'est on enclenche son VPN, donc son tunnel, et après, on se connecte au serveur avec ce petit outil qui s'appelle le RDP. Voilà. Et si on n'a pas de VPN, justement, en fait, on se connecte directement au serveur par le biais de cet outil. Et en fait, les pirates, ils savent très bien, en gros, comment faire pour pirater cet outil-là. Donc, il aurait très facile de pirater pour rentrer dans le serveur. Et en fait, de eux-mêmes, ils vont faire l'action, en gros, copier-coller le virus à l'intérieur et puis c'est fini. Voilà. Et du coup, là… Alors, j'avais une question, Yannick, de gens concernant le VPN. Y a-t-il un moyen que le pirate puisse usurper ce tunnel? Alors, je n'ai pas le droit de dire que c'est impossible. Par contre, il faudrait vraiment que le pirate soit extrêmement chevronné et c'est très très rarement vu. Voilà, honnêtement, le VPN, c'est vraiment c'est la solution pour se protéger. Ok. Donc, la suite, c'est le télétravail. Donc là, on a 4 millions de Français en télétravail. On a mis tous nos collaborateurs en télétravail, souvent à l'arrache ou pas. Ça fait 2 mois et demi qu'on se bat tous, nous experts comptables, entre le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les fonds de solidarité. Peut-être qu'aujourd'hui, on a 30 secondes pour souffler et on peut se dire finalement, est-ce que je suis bien protégée? Mes collaborateurs sont chez eux. Ils ont peut-être leurs enfants qui travaillent aussi sur le portable du bureau. Enfin, Dominique, tu veux nous en parler un petit peu là du télétravail, de peut-être toutes les bêtises qu'on a fait là pendant 2 mois parce qu'on n'avait pas le choix et que évidemment on était dans l'urgence totale. Peut-être qu'aujourd'hui on peut rectifier 2 ou 3 bêtises. Alors, je ne sais pas si ce sont des bêtises, mais où je te rejoins, c'est que tout a été géré dans l'urgence. Et l'urgence fait qu'on a commencé par se dire, je vais continuer à travailler et donner de quoi travailler à mes collaborateurs pour servir mes clients le mieux possible. Je pense que ça, on a plutôt été bon. Et il est vrai qu'on a, dans certains cas, fourni du matériel à nos collaborateurs. Donc, normalement, ça doit fonctionner à peu près correctement. Je vais y revenir après. Et on a aussi certains collaborateurs qui sont déjà outillés chez eux, n'ont pas eu besoin de prendre d'ordinateur et peuvent se connecter directement sur les outils de prod du cabinet. Dans les choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire, pour ceux qui utilisent notamment leur matériel personnel, c'est de commencer par installer un VPN, ce qui a été dit. Ça, c'est un des sujets. Et ça n'a rien de compliqué. Il y a 2-3 outils sur le marché. Ça se fait vraiment comme l'installation d'une appli. C'est pas très compliqué. Le deuxième sujet qui était, à mon sens, très facile, c'était de changer le mot de passe des box. Parce qu'on s'est connecté via nos box pour créer un grand nombre et les mots de passe des box, on a tendance à en mettre des tout simples parce que quand on a plein de copains qui viennent à la maison, on leur donne le mot de passe et on ne garde pas les 45 caractères qui nous sont donnés par le prestataire. On a tendance à mettre les 3 prénoms des enfants ou je ne sais quoi et en fait, c'est super facile à démonter. Et les hackers ont un avantage sur nous, c'est qu'ils sont en télétravail en permanence. Donc, ils savent très bien comment faire pour attaquer tous ces systèmes-là. Donc, si on retient déjà ces 2 sujets-là, VPN et changement de mot de passe de la box. Si on a fait ça, on a déjà solutionné, alors je n'ai pas les pourcentages en tête, mais on solutionne une grande partie du sujet. Restera toujours le fait d'être prudent sur ce qui se passe, et je vais en reparler juste après. Mais sur ces 2 éléments-là, si on a réussi à faire ça, on a déjà limité un grand nombre de problèmes. Et on l'a vu sur la slide d'avant, 70% des attaques passent par une absence de VPN. Le deuxième élément qui est très important, et ça a été exposé par Alexis et Yannick de manière importante sur tout ce qui était les phishing, les hameçonnages, les mails à la noix et tout ça, on en a reçu des tonnes et des tonnes. Et dans les usurpations qui ont existé, la fameuse prime à 1 500 €, vous avez eu des sites et on a reçu des mails nous demandant d'eux, et ce n'était pas du tout des sites officiels. Donc c'est vrai que ça demande une grande… à l'inverse de tout ce qu'on a mis en place pour le Covid, c'est-à-dire le confinement dans l'urgence. Là,
sur tout ce qui est cyber, il faut surtout ne jamais gérer dans l'urgence et prendre le temps de faire les choses. On en parlera aussi tout à l'heure, mais je compare souvent la cybercriminalité, la cybersécurité à la voiture et à tout ce qui se passe avec les accidents de voiture. Il est vrai que là, on a tendance à répondre du tac au tac et on l'a fait pendant 3 semaines parce qu'il fallait aider les clients et c'était tout à fait normal, mais on a pu, par erreur, cliquer sur des mails où il ne fallait pas et ce genre de choses et toutes les conséquences que ça emporte pour certains. Et malheureusement, c'est compliqué de solutionner le sujet, mais on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Mais c'est vrai que si on change les mots de passe, qu'on installe un VPN, qu'on reste prudent et qu'on reste serein, et qu'on prend l'habitude de lire les mails avant d'y répondre, on aura solutionné une grande partie des problématiques. Il y a un autre élément dont il faut tenir compte, c'est là, on se focalise sur ordinateur, box, mail, et on commence à se faire attaquer aussi par les SMS, et de plus en plus. Et comme pour bon nombre d'entre nous, les collaborateurs n'ont pas forcément de téléphone pro, ils utilisent leur téléphone perso, ils peuvent donner le numéro de téléphone à leurs clients et ils commencent à recevoir des mails, alors non pas de leurs clients, c'est pas le sujet, mais de la même manière que sur le schéma qu'Yannick a montré juste avant, l'homme au chapeau et aux lunettes, il attaque un certain nombre de personnes via des adresses mail, il fait la même chose via des SMS. Et comme on est dans l'urgence et dans le stress, on peut aussi se faire piéger sur des SMS et répondre bizarrement à SMS. Et là, pour le coup, c'est ennuyeux parce que si j'ai fait un partage de connexion de mon ordinateur via mon téléphone et que je réponds à un SMS qui est soit un rançongiciel, soit un hameçonnage, peu importe, mais qui me fait que je me retrouve connecté à un serveur qui peut m'attaquer, ça n'attaque pas que le téléphone. Ça risque d'attaquer toute ma messagerie. Et si je n'ai pas de VPN, ça peut attaquer tout mon serveur. Donc, sans vouloir être dramatique et dramaturge, mais il faut quand même être très prudent dans tout ce qu'on fait et prendre toujours un temps de réponse à un mail que l'on reçoit ou un SMS. Je pense que c'est à mon sens, le plus important. Et après, ça a été évoqué. Nous, on n'en a pas eu au sein du cabinet, mais j'en ai entendu pas mal autour de moi sur ce qu'on disait en début de webinaire. C'est tous les faux virements et avec les changements d'adresse qui ont existé sur la période. Là, c'est vrai que ça a été très, très, très important. Il faut vraiment faire très attention. Avec toute la difficulté qu'on a aussi du télétravail, c'est que quand je suis au bureau et qu'il m'arrive un mail comme ça, j'ai tendance à lever la tête et en parler autour de moi. Et on peut m'aider éventuellement à ne pas réagir bizarrement. Là, je suis tout seul chez moi. Et dans l'urgence, donc je peux me planter, j'allais dire, parce que j'ai pas le réflexe de prendre du recul, de demander autour de moi comment je dois faire et si je dois faire quelque chose. Donc il y a un vrai accompagnement. Et si ça n'a pas été fait avant, je pense qu'il faudra le reprendre maintenant que le déconfinement commence à se mettre en place, c'est-à-dire de sensibiliser les collaborateurs à tout ce qui se passe et que c'est un vrai sujet. Et je vais revenir à ma voiture parce que j'y tiens. Quand on achète une voiture, le garagiste ne dit pas qu'on va avoir un accident avec. Malheureusement, c'est un des éléments où il y a le plus de morts en France. Quand on achète un ordinateur ou un téléphone, il faut à un moment donné se prémunir, apprendre à savoir s'en servir. C'est ce que Yannick a dit tout à l'heure. Prenons le temps et vraiment sur des sujets comme ça, il faut apprendre à travailler en télétravail, bien évidemment, parce que c'est plus compliqué, mais de toute façon, au bureau, ça l'était déjà et il faut qu'on prenne vraiment le temps de le faire. Voilà. Donc là, j'ai envie de faire un mini point d'étape. VPN sur les ordinateurs qui soient au bureau, chez les collaborateurs et quel qu'en soit le propriétaire. Évidemment, on conseille que nos collaborateurs travaillent sur notre matériel à nous, employeurs, parce qu'on a certainement les antivirus qui vont bien, mais bon, peut-être qu'on a fait ça dans l'urgence et qu'on ne l'avait pas, mais minimum, donc VPN sur n'importe quel ordinateur qui touche aux données de nos clients, VPN sur les téléphones portables aussi, c'est ça? Absolument, oui. Et c'est tout là, en fait, on n'en met qu'à 2 endroits. On est déjà pas mal. Tu as ajouté un mot et j'ai oublié d'en parler, c'est la mise à jour des antivirus. Oui. C'est un sujet très important et notamment alors, sur les ordinateurs du bureau, j'allais dire quand on est au bureau, les mises à jour peuvent se faire en automatique. Quand on n'est plus au bureau, c'est pas évident que les mises à jour se fassent en automatique. Donc il y a ça aussi à vérifier. Et le même élément sur les ordinateurs personnels, parce que c'est pas rare qu'il n'y ait pas d'antivirus ni de firewall d'ailleurs sur des ordinateurs domestiques, comme on dit. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça aussi à regarder. Et l'avantage du VPN, c'est que ça limite une grosse partie de toutes ces anomalies. Au moins sur les serveurs, ça ne limitera pas d'autres attaques, mais au moins sur la partie des serveurs, quand on est à distance, ça limite ces éléments-là.
Donc, pardon, ouais, vas-y Yannick. Il n'y a pas de souci. Oui, avec juste un point aussi, un autre point qui est aussi extrêmement important, c'est tout l'aspect sauvegarde. Voilà. Donc tout ce qui est sauvegarde de serveur, PC, enfin toutes les données importantes, voilà, ça aussi. Donc, VPN, sauvegarde, et je crois qu'il en manque un, c'est mot de passe, mais on pourra peut-être en parler un peu après. Oui, il n'y a pas de souci. Là, je crois que voilà, on a mis ce petit schéma graphique pour vous montrer le pic quand même qu'il y a eu dans le monde entier et en particulier en France et en Allemagne d'attaques depuis le 11 mars 2020. C'est pas du tout une vue de l'esprit, 872 000 attaques. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, Yannick. Oui, bon ben, enfin en tout cas là, on voit très clairement que bon bah ces attaques existaient déjà avant, mais c'est clair qu'avec l'explosion du télétravail, etc. Bah, du coup, il y a vraiment eu énormément de failles qui se sont créées et bah, du coup les pirates se sont ouffrés là-dedans et ont attaqué le maximum de personnes et de sociétés possibles. Et là, on le voit très clairement, hein, donc ça a quadruplé, etc. Enfin, c'est énorme. Donc voilà, effectivement, là, il faut vraiment faire extrêmement attention. Les attaques continuent, hein, même là avec le déconfinement, etc. Enfin, là, on est encore en plein dedans, hein. Donc, il faut vraiment faire extrêmement attention à tous les aspects qu'on voit tout de suite là. Il y a deux, trois questions qu'on n'a pas abordées, que j'ai oublié d'aborder. Oui. C'est des outils de visio qui sont beaucoup développés dans ces phases de télétravail. Donc, au Mhm. début, on a tous eu très peur d'être sur Zoom parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Donc là, on est sur GoToWebinar, il y a GoToMeeting, il y a Zoom, il y a Teams, il y en a un petit paquet. Si j'ai bien compris aujourd'hui, ils sont tous sur le même plan de sécurité. Euh, euh, aussi fragiles les uns que les autres ou aussi sécurisés. Ça dépend de comment on voit le verre. Donc, Exactement. Exactement. Oui, ben, comme on l'avait bien dit du coup avec Zoom notamment, effectivement, en fait, l'explosion de l'utilisation de ces outils, en fait, je pense que ces sociétés-là ne s'attendaient pas à ce que à ce qui est cet engouement d'un coup pour cette utilisation du fait du Covid et n'était pas préparé à accueillir autant de personnes donc sur ces outils. Donc par exemple Zoom qui a été d'un coup extrêmement utilisé, etc. Du coup forcément s'est retrouvé sur le devant de la scène et tous les pirates, etc. ont tenté de pirater les différents outils et malheureusement celui-là a possédé des failles. Donc malheureusement, les pirates se sont jetés dessus et donc il y a eu tout le buzz, etc. Et donc là, je crois que par la suite, ils ont engagé du coup plusieurs personnes qui travaillent plusieurs experts en cybersécurité pour travailler dessus, pour les sécuriser, etc. Mais effectivement, ils ont malheureusement eu de la mauvaise pub. Ouais. ok. Donc là, aujourd'hui, on bosse sur nos outils en visio, tranquille. Voilà, on va dire ça. Je peux pas, voilà, je peux pas dire c'est parfait à 100%, etc. En tout cas, effectivement, il y avait des outils. Enfin, il y a des outils qui étaient plus prêts que d'autres à accueillir autant d'utilisateurs, etc. Et sécurisés surtout. Voilà. Ok, très bien. Ouais, Dominique. Ouais, juste ajouter en complément, je partage complètement. Et en fait, si on fait une autre comparaison et qu'on parte à la fausse monnaie, les billets de banque sont toujours faits à la dernière version et on modifie parce que des gens ont réussi à faire des faux billets. Je n'ai pas dit qu'il y en avait qui circulaient, mais c'est le cas. Et si aujourd'hui on retrouve des faux billets, c'est que des mecs ont réussi à déjouer ce qui a été mis en place. Sur la cybersécurité, c'est la même chose à mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut que les mises à jour soient mises en place en permanence et qu'il faut activer les mises à jour automatiques aussi bien sur les smartphones que sur les ordinateurs. Vous avez des applis qui vous permettent de télécharger les mises à jour et ces mises à jour, elles ont juste un but, c'est de corriger une anomalie qui a été découverte peu de temps avant pour éviter de se faire pirater
sur des sujets au-delà des problématiques d'ergonomie. Mais le vrai sujet, c'est ça, la mise à jour. Et je pense que c'est assez important pour que chacun puisse regarder. Et tu disais tout à l'heure quels sont les actes qu'on doit faire pendant le télétravail. Ça, c'en est un, de vérifier que sur nos smartphones, on a bien la mise à jour automatique et qu'on le fait parce que si les banques font des mises à jour, notamment sur leurs applis, c'est pas juste parce qu'elles ont changé la couleur d'un logo, c'est qu'elles ont subi une attaque qui n'a pas forcément abouti, mais ils ont donc besoin de modifier la sécurité pour éviter d'avoir d'autres difficultés demain. Et donc, en tant qu'utilisateur et collaborateur de cabinet, on a la même problématique. Pour ne pas le citer, donc moi j'ai un iPhone, j'ai mis la dernière version iOS la semaine dernière, c'est bien. C'est mieux, effectivement. Un petit Ok, peu. merci, messieurs. Bon, je crois qu'on passe à la suite. Et là, Dominique, si j'ai bien compris, c'est une histoire de type. Ouais, j'attends qu'il apparaisse à l'écran. Voilà. Alors, en fait, on voulait faire une petite plaisanterie. Alors, c'est pas un masque. On met des masques, donc je préfère vous rassurer, c'est pas du tout un masque. Non, c'est simplement, tu l'as dit tout à l'heure, et là, on va parler de tous les bons réflexes qu'il faut avoir. Et un des bons réflexes, c'est qu'un mot de passe, c'est comme un slip, ça ne se donne pas, ça change régulièrement et ça se laisse pas au bureau. Voilà, c'était juste pour la petite image parce que je pense que ça peut marquer les esprits et que c'est vraiment hyper important. Et d'avoir des mots de passe, malheureusement, on le voit encore sur des post-it, sur des écrans dans les bureaux, c'est une catastrophe extraordinaire. Ouais. Parce qu'on ne sait pas qui passe dans les bureaux. Et quand on nous raconte des choses de ce qui peut se passer dans certaines entreprises, on se dit toujours c'est des films à la James Bond, mais en fait non, malheureusement ça peut arriver. Des gens passent dans les bureaux, font des photos, on ne le voit pas, et avec ça, ils envoient le mot de passe. Et s'il n'y a pas de VPN, si c'est pas assez sécure, ils peuvent rentrer de l'extérieur avec toutes les conséquences que ça emporte. Alors, si on n'est pas Dominique dans le cadre du post-it, on peut être aussi dans le mot de passe qu'on enregistre automatiquement. Et c'est aussi dangereux parce que le pirate il ira le prendre, donc pas de post-it et pas d'enregistrement automatique des mots de passe. Ce qui devient très compliqué pour le mot de passe, c'est que parfois on nous donne moi je suis hébergée chez un des hébergeurs de la profession, le mot de passe est insupportable, je ne peux pas m'en rappeler. Donc, alors, je l'ai forcément copié quelque part, mais qui est un peu caché, etc. Donc, après, il y a quand même un effet pervers du mot de passe trop compliqué, où pour s'en souvenir, il faut quand même le noter. Bon. Alors, je vais juste répondre sur ce point-là par une anecdote. Je suis d'accord, c'est très compliqué de mémoriser le mot de passe et tous les mots de passe. Donc, il y a une solution, et notamment sur les smartphones, c'est d'avoir des outils comme KeePass ou ce genre de choses. Tu as un seul mot de passe à te rappeler et tous les autres mots de passe sont stockés à l'intérieur d'une appli qui, elle, se connecte sur ton appli sur une autre appli quand tu as besoin d'y aller et fait des recalculs sur l'appli. C'est ça, un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle, par exemple KeePass, c'en est un, qui n'est pas forcément d'ergonomie, c'en est un. Ça s'écrit comment? KeePass, K-E-Y-P-A-2-S. Ok, super. Ouais. Donc là, on insiste évidemment sur le mot de passe. Donc la première demi-heure, c'était le VPN. Là, c'est le mot de passe. Et tu vas nous parler des 10 commandements qui sont devenus les 11, qui pourraient être les 12 et les 13. Mais je te laisse ta part. Voilà, voire même les 19, puisque je me suis loupé sur une publication l'autre jour, j'ai parlé des 19 commandements. Mais bon, on pourra les trouver, je pense que c'est pas... et je reviendrai sur les mots de passe, puisque c'est le premier des 10 commandements, des 11 commandements, mais qu'on appelle toujours les 10 commandements pour que ça reste dans les mémoires. Alors, je ne vais pas forcément tous les descendre, mais je tiens juste à saluer plusieurs éléments. Le premier, c'est que c'est un des outils qu'on a fait en binôme avec la compagnie. Ce n'est pas qu'un sujet de l'ordre, c'est aussi un sujet de l'audit, la cyber. On n'est pas spécialisé en cyber à l'ordre, on a travaillé avec la compagnie sur ce sujet-là. Le deuxième élément, c'est que ces documents-là sont téléchargeables et il n'y a pas d'entête. Si vous regardez bien, il n'y a pas d'entête sur ces documents, donc vous pouvez les logoter à vos cabinets si vous le souhaitez et communiquer auprès de vos clients et de vos équipes, puisque les cabinets sont des entreprises et nos clients sont des entreprises, ils ont les mêmes problématiques que nous. Et si on reste uniquement sur la partie prévention de la cyber, on peut très bien aider nos clients, les accompagner sur un certain nombre de sujets
comme on va le voir là. Alors, je vais juste les reprendre rapidement. Le premier, c'est la confidentialité que tu garantiras, donc c'était les mots de passe. Bien évidemment, il faut qu'ils soient suffisamment importants et suffisamment longs. Ce n'est pas que des chiffres, ce n'est pas que des lettres, on fait quelque chose de très compliqué. Et je te rejoins, c'est pénible, parce qu'il faut s'en rappeler. Dans ce que tu évoquais, d'enregistrer les mots de passe sur les ordinateurs, notamment sur Google Chrome, c'est super, mais il suffit d'aller sur le côté et de lister, on a la liste de tous les sites qui sont mémorisés et on a la liste de tous les mots de passe, si on veut. En clair, donc il n'y a pas besoin d'avoir été un grand hacker pour trouver ces choses-là. Donc les mots de passe, il faut s'en rappeler, les noter à un endroit si on veut. Alors éviter de les planquer comme ça a été fait à une époque dans les numéros de téléphone. Ça, c'est une hérésie et ça se fait encore. Mais quand on se fait piquer son téléphone, les mecs, ils ont des calculateurs et c'est hyper simple de retrouver un mot de passe, de ce que j'entends. Deuxièmement, si vous les notez, notez pas dedans mot de passe liste, parce qu'on les retrouve aussi très facilement. Et sur ce sujet-là, je vais juste vous faire part d'une anecdote qui est arrivée à un de mes clients il y a 1 an. Il s'est fait hacker sa messagerie, c'est des choses qui arrivent, et pas de bol. Une fois qu'il s'est fait hacker sa messagerie, ils lui ont piqué tout ce qu'il avait sur son compte bancaire. Comment ils ont fait? C'est le comment ils ont fait qui est intéressant. La première erreur, c'est qu'il avait laissé de l'argent sur son compte. Ça, c'est dommage. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a hacké la messagerie, on a les logins et le mot de passe de la messagerie. Donc, ça veut dire que le hacker, quand il se connecte, il a le même visuel que toi sur ta messagerie. Et ce charmant monsieur avait fait sur la gauche de sa messagerie une arborescence, comme on a tous fait, avec des raccourcis rapides et tout ça. Et il y en avait un qui s'appelait MDP. Ah oui. Voilà, mot de passe. Et en dessous, tu avais la banque, Amélie, en fait, tu avais tout. Donc, le gars, il a juste à rentrer dans la banque. Alors, il n'avait pas forcément tout le mot de passe, mais comme il avait la messagerie et qu'il avait le numéro d'accès à la banque, il s'est positionné dessus. Il a fait « j'ai oublié mon mot de passe ». Et comme on renvoie sur la messagerie, le mot de passe est dans la messagerie que le hacker avait. Et donc, il s'est fait piquer ce qu'il avait sur son compte. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est juste pour dire que ce n'est pas du cinéma et que ça se fait vraiment dans la vraie vie. Et quand ça nous arrive, c'est assez pénible. Donc, les mots de passe compliqués et qu'on change. Ouais. J'ai une petite question de Jean-François qui me demande comment gérer les mots de passe et où les stocker. Donc, je pense que tu as déjà répondu avec le On a répondu avec le gestionnaire de mots de passe. gestionnaire de mots de passe. Voilà. OK. Deuxième commandement, ouais, on y va? On y va, on va faire le deuxième. Donc, contrat de cyberassurance, tu souscriras. C'est pour ça qu'Yannick est avec nous, c'est qu'il y en a qui ont un contrat. Je te laisserai en parler puisqu'on en parle à la fin. Mais globalement, c'est d'avoir un contrat d'assurance qui nous garantit dans le cadre de nos activités. Ce qui est intéressant sur ce contrat-là, c'est qu'on est tous couverts, en tout cas ceux qui adhèrent au contrat de l'ordre. Ils sont couverts naturellement sur une première tranche. Après, ce qu'il faut, c'est regarder si la tranche à laquelle on est couvert est suffisante. Si ce n'est pas le cas, on peut demander un upgrade et ça ne coûte pas très cher compte tenu des conséquences que ça emporte. Et je ne vais pas aller plus loin sur l'assurance puisque tu fais un focus à la fin. On parle, je vous ai mis les clauses proposées par Verspiren, les garanties, parce que je pense qu'on est beaucoup chez Verspiren. Alors moi, je ne le suis pas. Donc, ce qui était magnifique en préparant ce webinaire, c'est que j'ai repris mon contrat d'assurance qui date de 1984. Et donc, j'ai aucune cyberassurance et j'ai tout de suite appelé mon assureur pour qu'il me propose une assurance en cybersécurité. Voilà, si je dis ça, si jamais d'autres seraient dans la même situation que moi, je vous propose de faire la même chose. Chaque assurance propose une cyberassurance, c'est obligatoire. Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Après, il y a beaucoup de sujets qui sont sur l'assurance. On dit, ouais, mais si je ne change pas mon mot de passe, si ceci, si cela, je ne suis pas couvert. En fait, il y a dans le contrat et celui de Verspiren, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas toi ce que ton assureur va te proposer, mais nous, on n'est pas non plus sur cette assurance-là. Et on a à peu près les mêmes critères. C'est qu'il faut avoir un mot de passe solide, c'est entre 8 et 12 caractères, avec minuscules, majuscules, caractères spéciaux et des chiffres. Ensuite, c'est d'avoir fait toutes les mises à jour de tous les logiciels que l'on a. Ça répond à ce qu'on disait tout à l'heure. Et d'avoir souscrit sauvegarde, merci.
en train de le chercher. Souscrire des sauvegardes, j'allais dire, parce que moi je suis en ligne. Mais avoir des sauvegardes régulières de tout le système. Il y a d'autres critères, mais ces trois-là sont les plus importants. Et les conséquences, si jamais on se fait attaquer, et que, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne jusque-là, et qu'on n'a pas mis à jour ou qu'on n'a pas fait les sauvegardes ou que les mots de passe sont beaucoup trop simples, l'assurance nous aide quand même, nous accompagne. Il y a une petite punition, entre guillemets, c'est que la franchise elle doit être doublée ou triplée, je crois. Voilà, donc c'est pas, ça fait mal, mais c'est pas si grave que ça parce que quand on sait ce que coûte un piratage, c'est rien. Mais c'est mieux de faire les sauvegardes et de changer de mot de passe et de licencier en amont. Voilà, chez Verspiren, donc le ransomware est assuré jusqu'à 20 000 €. Et il y a une assurance aussi pour la période de latence, c'est-à-dire que le jour où votre système est complètement à l'arrêt, vous pouvez évidemment pas travailler. Donc vous avez tout le cabinet qui est à l'arrêt, le temps de dénouer, de payer la rançon et de réintégrer les données. Et cette période d'inactivité est également prise en charge par l'assurance, avec un plafond de 200 000 €, donc je pense que c'est pas trop mal. Ouais, tu as ça, je crois qu'il couvre aussi le fait de la communication auprès de tes clients s'il y a besoin de communiquer auprès d'eux. Tout à fait. Et il couvre le fait d'avoir à arracher du matériel éventuellement en cas de suspicion de virus trop prégnant. En plus du coup, en fait, les personnes donc qui ont un contrat cyber, en fait, elles ont un numéro d'urgence qu'elles peuvent contacter dans 24 sur 24. Et du coup, en fait, nous, on intervient en H24 sur ces problématiques-là et on est là pour les accompagner techniquement, donc dans la résolution et en tout cas dans les premières mesures à apporter. On vous a mis tous les numéros de téléphone à la fin sur les slides parce que je sais que c'est dans ces cas-là, c'est un stress total et on perd un peu ses moyens, donc c'est à la fin. Et puis maintenant, j'ai envie de dire en cas de drame, on pourrait tous être rassurés. On pourrait tomber sur Yannick qui est quand même assez sympathique et relativement compétent. Donc c'est déjà ça de gagner aujourd'hui. Troisième commandement, j'ai peur qu'on soit un peu en retard, non, messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, je vais accélérer, sinon c'est pas très grave. Okay. Juste pour dire sur l'assurance que c'est un vrai sujet. L'assurance, moi qui suis 100% numérique, c'est le seul document qui est imprimé dans mon bureau. La fameuse feuille de numéro et le code. Parce que quand on est en panique, on cherche toujours le document et si le serveur a été crypté pour le coup et qu'on n'y a plus accès, appeler l'assurance après ça. Donc on peut appeler l'ordre éventuellement, qui trouvera le numéro et on rappellera. Exactement. On vous a mis le numéro de l'ordre aussi parce qu'on, surtout si vous êtes chez Verspiren, on connaît les contrats par cœur. Donc, on vous a mis 2 numéros, celui de l'ordre des experts comptables où on vous aide dans cette épreuve vraiment douloureuse et celui de Verspiren. Troisième point. Ouais. Alors, je vais les pertes ou vols qui anticipera, c'est ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est est-ce que la stratégie de sauvegarde est suffisamment sérieuse? Ça veut dire, est-ce que je fais des sauvegardes? Et deux, est-ce que je vérifie qu'elles fonctionnent? Voilà. Ça veut dire que même si c'est pas moi qui fais les sauvegardes et je sous-traite la partie, parce que ça peut arriver, je redemande et je fais des tests auprès de la personne qui sauvegarde pour moi. Je lui demande de me restituer quelques fichiers pour vérifier que ça fonctionne bien. Et donc, moi qui suis hébergée chez un hébergeur mondialement connu, on va dire, je suis tranquille, je n'ai pas besoin de sauvegarde. Comment te dire? Je ferai la même chose quand même. Moi aussi, je suis hébergé, mais on fait des tests régulièrement. On demande à ce qu'on nous renvoie un fichier ou deux pour être sûr qu'on a tout. Des tests et des sauvegardes en dur, non? On peut sauvegarder notre système sur les disques durs de temps en temps. Ça pourrait être une bonne idée aussi. Après, tu as certains contrats de prestataires et ceux qui bossent avec la profession sont relativement sérieux, donc ils ont une redondance qui est mise en place, mais tu peux demander une fois par an à ce qu'ils te renvoient une sauvegarde complète. Ça, tu peux. Il y a les histoires des sauvegardes à distance aussi sur OVH, mais je crois bien que les OVH s'est fait hacker l'année dernière. Je crois qu'il y a une histoire de la Fédération française de basket qui avait ses sauvegardes chez OVH, qui s'est fait hacker ses sauvegardes à distance. Yannick, ça te dit quelque chose?
Oui, alors ça, bon, bah, effectivement, alors c'est là où, en tout cas, nous, on insiste fortement sur le fait que bon, bah, les sauvegardes qui sont reliées au système sont pertinentes. Par contre, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir une sauvegarde externalisée ou alors dans un support qu'on débranche et qu'on garde, je dis une bêtise, on garde dans son tiroir. Au moins, si jamais il y a une attaque informatique, ben, en fait, le disque dur, par exemple, qui est tranquillement déconnecté du réseau, n'est pas impacté. Ou alors, bon, bah, faire appel à des hébergeurs en cloud où on signe, par exemple, un contrat de sauvegarde, etc. Et en cas de problème, bon, bah, après, on voit avec eux, si jamais il y a de la perte de données, comment c'est possible. Mais effectivement, Ok. ce type d'attaque arrive fréquemment. Ouais. Alors, le 4, de bouclier, tu te muniras. Donc, Ça, c'est antivirus et anti-spam et firewall, on en a parlé tout à l'heure. voilà. Il faut avoir mis en place ça et on ne l'a pas forcément fait chez nous dans le cadre du Covid et du confinement. Donc, c'est vrai que c'est prudence, prudence. Cyberattaque, tu réagiras. Alors là, quand ça se passe, on essaye de. Je vais comparer à l'accident de voiture parce que je trouve que c'est tout à fait comparable. On ne sort pas de sa bagnole en insultant tout le monde, ça ne change rien. De toute façon, le carton, il a eu lieu. Donc, on se pose, on prend son temps, on prend du recul et après, on va voir ce qu'il faut faire. Mais ne pas partir n'importe comment et dans tous les sens. Et après, si on veut prévoir une chronologie et comment on fait pour réagir à une cyberattaque, la première, c'est de débrancher. Alors, pas forcément du secteur, ça, c'est pas très grave, mais du réseau. On débranche tous les ordinateurs du réseau pour que l'attaque soit figée à un endroit et qu'elle ne se propage pas un peu plus loin. Et après, on appelle son assureur, on appelle son infogérant et on ira peut-être déposer plainte, mais je vais en parler juste après. Et on prend le process dans l'ordre. Voilà. Et on le prend avec beaucoup de, j'allais dire sagesse, mais surtout de sang-froid. Ouais, c'est facile, mais bon. Hein, c'est facile, oui, oui. Ou alors, quand ça t'arrive plusieurs fois, tu prends du recul. C'est peut-être pour ça, mais j'en parlerai après. Le RGPD, on n'en a pas du tout parlé jusque-là. Ça ne fait pas partie de la cyber en tant que telle, mais par contre, quand on se fait pirater et qu'on a un vol de données, ce qu'a évoqué Yannick tout à l'heure, notamment sur ce nouveau ransomware, ça m'inquiète un peu, c'est que pour le coup, on est censé faire une déclaration à la CNIL dès qu'il y a un vol de données personnelles. Si on s'est fait copier son serveur, a priori, on s'est fait voler des données personnelles. Donc, il faut faire une déclaration à la CNIL et là, on vous a mis les éléments sur ce document-là. Et pour rappel, ça doit être déclaré dans les 72 heures. Et c'est pas grave si on ne sait pas tout au bout de 72 heures. Dans la réflexion, c'est la même que comment je réagis à une cyberattaque. On se pose, on fait sa déclaration en ligne et on a le droit d'y revenir pour compléter, expliquer ce qui s'est passé, comment on a réagi et qu'est-ce qu'on a fait pour le faire. Ça, c'est hyper important. Parce que si on ne le fait pas, il y a des amendes. Les vols de données, j'ai une petite question de gens qui me demandent, à part la copie des données, est-ce qu'il peut y avoir des attaques pour casser des serveurs ou des PC? Enfin, ça, c'est du vandalisme, en fait. Casser physiquement ou Casser, Non, oui. le détruire à l'intérieur. Ah oui. Oui, après, je pense que la cible principale, c'est vraiment en général le ransomware. Enfin, en général, c'est vraiment de créer une rançon pour essayer de gagner de l'argent plutôt que purement de la destruction. Mais voilà, après, je peux jamais dire que ça n'arrive pas, etc. Mais c'est rare. Ah, ok. Une autre question concernant Verspiren, on nous demande un petit peu notre avis. Alors, Verspiren ne couvre pas le prix de la rançon et refuse également la prise en charge du temps perdu sous couvert qu'on doit avoir de la sauvegarde. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Verspiren prend en charge le prix de la rançon jusqu'à 20 000 euros. Hein. En tout cas, sur les cas dont j'ai eu connaissance, c'est ce qui s'est passé. Hein. Oui. Alors évidemment, il faut avoir des histoires de mots de passe, de sauvegarde. Alors la sauvegarde peut être hackée, soit chez OVH, soit si vous mettez des sauvegardes à part sur des serveurs NAS, elle peut être hackée aussi sur le NAS. Oui. Oui, oui, effectivement, ça peut être hacké en fait sur n'importe quel système qui est connecté au réseau informatique. Donc que ce soit un NAS, un disque dur externe, etc. À partir du moment où vous les branchez, effectivement, le virus peut s'infiltrer aussi à l'intérieur.
Donc, effectivement, c'est à partir du moment où il est connecté et où il n'est pas externalisé, hein, donc le fameux disque qu'on enlève, etc. Voilà, c'est effectivement, il peut s'infiltrer partout. Mais on peut avoir plusieurs sauvegardes. On peut avoir des sauvegardes en ligne, comme on évoque là. On peut Absolument. avoir mais tu peux avoir et rajouter des serveurs, une sauvegarde que tu fais sur un disque dur externe et que tu débranches complètement et qui quitte à même la sortir des. Exactement. Oui, exactement. Tout à fait. J'ai une autre question, c'est un copain, c'est sympa, il termine par bis Virginie. Un de mes amis confrères a été obligé de verser la rançon et ne semble pas avoir pu trouver une autre solution que de payer. Est-ce habituellement le cas ou est-ce qu'on peut y échapper? Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, Yannick, ensemble en fait. On se fait hacker, on a une sauvegarde, on peut la réinjecter, ben là on ne paye pas. C'est ça. On ne peut pas réinjecter la sauvegarde, eh ben, la seule solution de récupérer ces données, c'est on paye. Et si j'ai bien compris, on peut payer et ne pas récupérer ces données. Et en fait, le jour où on paye, c'est quand même aussi le grand stress. Alors effectivement, donc quand on a, nous, enfin en tout cas nous, ce qu'on fait en premier lieu dès qu'on dès qu'on reçoit un appel donc d'un assuré donc qui est en stress, etc. Ce qu'on fait en premier lieu, c'est qu'on essaie de voir si cette personne-là possède bien les sauvegardes de son système, etc. Si ils ont des sauvegardes exploitables, on fait tout ce qu'on peut pour les aider à réintégrer les données, etc. Si c'est pas le cas et que vraiment, malheureusement, j'ai une bêtise, mais s'ils sont au pied du mur, vraiment, ils n'ont aucune autre solution que de payer, effectivement, on peut, nous par exemple, on fait de la négociation avec les pirates pour baisser les montants, etc. Après, on peut être amené à payer du coup cette rançon-là. Honnêtement, c'est vraiment relativement rare que les données ne soient pas récupérées. Enfin, c'est extrêmement rare. En général, quand il y a une rançon, on paye et ils rendent les données en général. Et du coup, je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. Effectivement, si vous avez donc une assurance cyber, effectivement, du coup, ça peut, si c'est bien dans le contrat, etc., bien sûr, hein, comme toujours, ça peut être pris en charge par l'assureur. Donc voilà. Alors, typologie de cabinet, Yannick, ça peut être des petits, des moyens, des grands. On est tous une cible potentielle. Et prix moyen de la rançon, si j'ai bien compris, entre 10 000 et 20 000 euros. Voilà, honnêtement, on est entre les 10 et 20 000 euros. Donc, bien sûr, on peut avoir beaucoup moins et on peut aussi avoir beaucoup plus. Mais si on fait un cumul et qu'on regarde la moyenne, effectivement, c'est entre les 10 et 20 000 euros de rançon, effectivement. OK. Et tous les cabinets, enfin, tout le monde est visé, hein, que ce soit des particuliers ou des sociétés petites, moyennes, grosses, etc. Tout le monde est visé, effectivement. Alors là, j'ai une question de Brigitte qui me dit la même chose que me disent mes filles. Le système d'exploitation Macintosh est-il moins concerné par les attaques? Parce que mes filles étant sur Mac sont persuadées qu'elles n'auront jamais d'attaque. Effectivement, donc c'est une croyance et en plus c'est pas totalement faux non plus dans le sens où effectivement les Macs sont quand même moins impactés, mais en fait en gros il commence à y avoir de plus en plus de Macs en fait en circulation, etc. Et du coup maintenant forcément les pirates commencent à s'y mettre aussi, donc ça commence à être de moins en moins le cas et je pense que bientôt ce sera à égalité avec les systèmes Microsoft Windows qu'on connaît bien, etc. Ok. C'est pas une question de marché. C'est ça. Plus il y a de cibles potentielles, plus vont venir. Et je suis d'accord, c'est vrai que tout ce qui était Mac était plutôt protégé parce que assez peu pénétrant sur le marché. Et là, comme ça commence à prendre de l'ampleur, ils vont se faire attaquer de la même manière, malheureusement pour eux. Donc, 7e commandement, les clés USB, tu fuiras, c'est ça? Ouais,
systématiquement. Moi, je suis contre tous les supports externes, donc voilà, par principe, parce qu'on ne sait pas qui, sauf si on connaît la personne qui nous a donné la clé, en qui on a totalement confiance. Parce que les clés qui sont positionnées avec je vais être grossier, avec des verroles dessus, ça existe. Il y a Donc, des quand on choses va dans un salon, les congrès de l'ordre, par exemple, on nous donne on devrait faire attention, on devrait se méfier, absolument. On devrait je comprends pas. OK. Alors, Même, si tu as participé au congrès de l'année dernière, vous avez eu un petit cadeau qu'on avait appelé la capote, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien. Et en fait, ça se met sur la capote, on est… tout tourne autour de ça. OK. Positionne cet élément-là qui est grand comme ça à peu près. Non, je ne l'ai pas avec moi, c'est dommage. En fait, c'est un protecteur. Tu le mets sur ton lecteur USB de ton ordinateur et tu branches la clé USB dessus. Et la clé, elle est automatiquement diagnostiquée. Et si elle est vérolée, il te le dira pour que tu puisses l'ouvrir ou pas. Donc, il faudrait que je retrouve la photo. Mais vous l'aviez eu en cadeau l'année dernière, absolument. Donc, ça, c'est très important. Alors, sur les clés USB, si tu veux faire un petit test, tu en mets une avec un petit message dedans. Dans ton bureau, tu dis rien à personne, tu la poses à un endroit et la personne, quand il ouvre, tu mets un petit mail perdu, un message et tu écris perdu. Tu verras que les gens ils vont y toucher alors qu'ils ne devraient pas. On ramasse pas. On parlait d'un slip tout à l'heure, un slip dans la rue, tu ne le ramasses pas. D'une clé, tu ne la ramasses pas, c'est pareil. OK, très bien. Voilà. OK. Bonne pratique managériale, tu adopteras. C'est ce qu'on est en train de faire là. Il faut continuer, il faut sensibiliser, former les collaborateurs, former nos clients, nos associés. Il faut former et reformer. Parce qu'il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'on se pose tous la question sur la cyber, ça ne me concerne pas. Et en fait, la question, ce n'est pas quand ça va arriver. C'est pas si ça va m'arriver par contre, mais c'est quand ça va m'arriver parce qu'on est tous concernés et on reçoit tous des mails à la noix. Et des chiffres que j'ai en tête, mais Yannick me confirmera, me contredira. En 2018, il y a eu 74% des entreprises françaises qui ont été attaquées. Ce qui est délirant. C'est pas pour ça que l'attaque a abouti, c'est un autre débat. Mais en attendant, il faut être très prudent. Et donc, du coup, l'humain est un vrai sujet. Et dans les bonnes pratiques managériales, je dis souvent, le maillon faible dans la cybersécurité se trouve entre le clavier et la chaise. C'est ça. Alors, j'ai pas mal de questions là qui arrivent. Je pense qu'après, on va accélérer un petit peu parce que c'est quand même sympathique de répondre aux questions. Alors, est-ce qu'un fichier Word avec le listing, les mots de passe, fichier Word lui-même protégé par un mot de passe est dangereux? Je préfère un gestionnaire de mots de passe. OK. Ah, mais Yannick allait répondre. Non, effectivement, j'allais dire que c'était mieux un gestionnaire de mots de passe. Après, j'allais dire oui, effectivement, c'est pas la meilleure chose à faire. Après, bon, s'il est sécurisé, c'est déjà mieux que s'il ne l'est pas, c'est clair. Voilà, en tout cas, un gestionnaire de mots de passe, c'est clair que c'est plus sécurisé. Alors, si on a sur ce sujet-là des mots de passe et on est de plus en plus utilisé en ordinateur portable, ce qui est intéressant, c'est de les crypter, les ordinateurs. Et il y a une appli, c'est CryptoLocker, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'appli pour crypter c'est dans Windows, il y a un système automatique. Il suffit de Effectivement. C'est ça, hein, il suffit donc de l'activer. Et pour le coup, si ton ordinateur est crypté et que tu as ce fichier sur ton ordinateur avec un mot de passe différent du mot de passe d'ouverture de l'ordinateur, on peut dire que alors ça me plaît pas, mais c'est bien. C'est déjà protégé. Autre question d'Alexandre. J'aime bien dire ça, ça fait un peu à la radio là. Question d'Alexandre. Il n'y a pas la ville, mais souvent, bref. Pensez-vous que des systèmes d'exploitation de type open source sont plus en proie à des attaques? Alors, ils le sont bien sûr aussi. Ils le sont aussi. Après, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont, il y en a au final qui sont, on va dire, qui sont moins attaqués, mais on retrouve quand même certaines distributions, notamment Linux, qui sont en proie donc à pas mal d'attaques, surtout en ce moment. Mais voilà, en fait, il faut vraiment se dire que rien n'est invulnérable. Voilà, donc il faut vraiment partir de ce fait-là. On peut être attaqué, peu importe le système d'exploitation qu'on utilise, que ce soit en open source ou en grand public, etc. Okay. Alors, après, j'ai pris la réunion en cours. Excusez-moi, mais est-ce que des solutions d'hébergement à distance comme LinkOffice offrent des garanties de sécurité qui ont pu être testées par l'ordre des experts comptables? Est-ce que ce type de solution est une vraie solution pour mettre en œuvre le télétravail dans les conditions particulières que nous vivons aujourd'hui?
Alors ça, je peux répondre que l'ordre des experts comptables ne s'avancera jamais pour valider une solution. Et il se trouve qu'à titre personnel, je ne suis pas sur Linkoffice, je suis chez l'autre hébergeur de la profession. Et pour préparer ce webinaire, je suis allée voir le contrat. Et dans mon contrat, il est indiqué une clause de cybersécurité où il est gentiment mis que ce soit en fait l'hébergé ou l'hébergeur, nous mettrons tous les moyens pour protéger le système. Donc, c'est une magnifique phrase qui veut absolument rien dire. Et ces phrases-là qui ne veulent pas dire grand-chose, je les aime pas du tout parce que en cas de pépin, c'est toujours le drame. Et donc, je me suis empressée d'envoyer un mail pour demander des précisions quant aux moyens que je suis censée déployer, moi qui suis sur qui suis hébergée parce que j'avais la naïveté de croire que l'hébergement me protégeait. Eh bien, j'attends encore la réponse à ce mail, mais je ne manquerai pas de vous en faire part parce que c'est assez important. Mais voilà, ben, prenez vos contrats. Donc, les hébergements, hein, soit vous êtes hébergé chez vous, en interne, soit vous êtes hébergé par les éditeurs, Sedge, Cegid, Agiris, enfin tous les grands éditeurs, soit vous êtes chez des hébergeurs. On a Linkoffice, Coaxis. Donc là, je crois qu'on a fait l'état des lieux de tous les modes d'hébergement. Moi, j'étais persuadée que j'étais super sécurisée parce que j'étais hébergée. Eh bien, j'étais relativement déçue de voir la clause dans le contrat. Donc, j'attends des nouvelles et ça ne va pas m'empêcher d'être vigilante parce que de toute manière, ça n'a jamais été un assureur qui a sauvé un expert comptable ou une personne victime d'un accident de la route. En fait, l'assureur est là pour assurer et nous, on est là pour être très prévoyants. Et le mieux, c'est qu'il nous arrive rien. En fait, voilà, l'assurance, c'est magnifique quand on s'en sert jamais. Je pense, c'est bon. Voilà. Virginie, est-ce que je peux juste ajouter à ce que tu as dit? Non, mais je partage complètement ce que tu as dit et simplement de dire pour aider les confrères et les consoeurs, on a créé un guide du cloud au niveau du Conseil Sup et tu as dedans tout un tableau avec des questions-réponses. Est-ce que mon cloud répond à ça, à ça, à ça, à ça, pour savoir si en termes de sécurité, on est plutôt bien ou pas bien avec un système de notation. Donc, pour ceux qui veulent le consulter et le lire, il est plutôt facilitateur par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Et on a aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, qui font des webinaires, des MOOC surtout, très intéressants, et qui a sorti aussi le guide du nomadisme numérique pour ces problématiques de télétravail. Avec tout ça, je pense qu'on va devenir les pros de la sécurité. On pourra piquer le boulot d'Yannick. Toute question, on va un peu avancer, puis je vous les dirai après. Le 9. 9e, c'est les usages tu réglementeras. Et là, c'est de rappeler à nos confrères qu'on peut mettre en place, et c'est pas on peut, à mon sens, on doit mettre en place une charte informatique. De la manière qu'on doit former et sensibiliser, il faut aussi donner les règles du jeu et comment on s'organise pour éviter toutes les problématiques. Et c'est dans ce genre de charte. Alors, il y a des exemples aussi sur les sites de l'ordre, aussi bien à Paris qu'au Sud. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Ça, c'est plutôt rassurant. Sensibilité, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut vraiment le faire. Il faut que chaque expert comptable sensibilise aussi ses collaborateurs, ainsi que soi-même et ses clients, ce qu'on disait tout à l'heure. Et à chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais vous avez une petite anecdote qui est reprise sur le sujet. Alors, celui-là, c'est le 11e. On l'a rajouté après. Et notamment pendant le télétravail, c'est un vrai sujet. Les objets connectés, tu sécuriseras. Et là, on pense spécifiquement à des choses comme la Google Home ou ce genre de choses qui, même éteints, continuent à fonctionner. Alors ça, c'est assez particulier à comprendre, mais ça a deux sujets. Le premier, c'est que quand vous êtes en télétravail chez vous, moi, je vous conseille de la débrancher et de la mettre dans une autre pièce. Pourquoi? Débrancher, c'est très bien, c'est plus connecté. Sauf que ces joujoux-là continuent à fonctionner même éteints.
Donc, au-delà du fait qu'on peut, on peut se faire attaquer et on peut pirater la messagerie ou des fichiers, attaquer les serveurs, on n'a pas de VPN et ainsi de suite. Mais c'est plutôt qu'on est quand même sur on discute beaucoup avec nos clients via Teams ou les autres outils dont on a parlé tout à l'heure, Zoom et ainsi de suite. Et donc, on se retrouve dans une démarche où on évoque des sujets qui peuvent être enregistrés par ce genre de jouet. Et je trouve ça personnellement dramatique. Donc, moi, je suis contre. Et je pense qu'il faut, en télétravail, on les enlève, on les oublie parce que c'est une vraie difficulté, une porte ouverte à plein de sujets. Je parle de ça, mais il y a d'autres sujets qui vont venir demain avec les caméras, non pas sur l'ordinateur, mais à côté qu'on a sur d'autres outils pour pouvoir faire de la visio. Donc, il faut faire attention à tous ces sujets-là. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est soit on les éteint, on les sort, soit c'est des logins mots de passe différents. Puisque c'est pareil, quand on est en télétravail, il faut éviter que tout le monde ait le mot de passe de tout le monde, ce qui est le cas forcément quand on est chez soi. Donc, prudence. Prudence, prudence. Alors, deux petites questions. Ah oui, comment avoir accès à ce fameux boîtier, Dominique, il en reste au SUP pour diagnostiquer. Ah non, le boîtier pour diagnostiquer les clés USB. Si, c'était le cadeau du SUP. Oui, c'est le cadeau du SUP. Alors, il n'y a plus de cadeau, ça c'est clair parce que tout a été donné. Mais ça s'achète sur des sites en ligne, il n'y a pas de problème. On avait appris ça avec la poche. Je suis en train de regarder si je le retrouve parce que j'ai ma mallette à côté, je bouge un peu, je suis désolé. Mais je ne sais plus si je vais la retrouver. Alors, après, on me demande si on aura accès au support. Bien évidemment, vous aurez accès au support. Ce genre de choses, Virginie. Tu vois, c'est pas très grand. Et en fait, ça ressemble à une USB en fait. Hein. Donc, c'est la même chose. Tu mets ta clé là et tu rentres sur ton côté ordinateur et ça te fait le test. Ça a un nom, on le redonnera. Le nom, je ne me souviens plus, mais c'est un nom. Dès que tu te souviens du nom, on le donne. OK. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore? Pourriez-vous nous communiquer votre courrier pour en faire de même? Pour mon hébergeur, c'est ça, David. Si c'est ça, je l'envoie, oui. Ça doit être ça, oui. En tant qu'expert comptable, comment accompagner ses clients contre les cyberattaques? Je pense que déjà, Dominique, tu as déjà un peu répondu parce que ces fameux 11 commandements qui sont des fiches, on peut très bien les locoter de notre cabinet et les proposer déjà à nos clients. Et je pense que déjà poser, j'ai envie de dire, 3-4 petites questions toutes bêtes. Alors, évidemment, on va terminer par les gestes barrières. Hein. C'est le thème qui sont demander à son client s'il a des mots de passe fiables, s'il les change régulièrement, s'il a des sauvegardes, s'il a du VPN et s'il est assuré. Là, on a nos 4 gestes barrières qui vont bien. Et je pense que là, en obligation de conseil, on est déjà pas trop mal. Absolument, absolument, absolument. Donc, je pense qu'on peut passer par les slides suivants. Donc, c'est l'assurance. On vous en a parlé. Ils sont un peu lourds, ces slides. Hein. Ça se fait pas beaucoup quand on présente, mais on a voulu qu'ils soient complets. En fait, depuis le 1er janvier 2016, les garanties de Verspiren augmentent à peu près tous les ans. Donc, il y en a 6. On a essayé de les résumer. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Vous les aurez dans le support. Je pense que on peut passer. Et donc, voilà, vous avez donc les conditions de garantie. Donc, ça c'est important. Alors, les conditions de garantie qui augmentent le montant de la franchise, hein, qui ne font pas qu'on ne soit pas assuré. Hein. Donc, un mot de passe minimum avec 8 caractères, des logiciels et applications mises à jour régulièrement, on vous l'a déjà dit, antivirus, firewall installé et avec les mises à jour faites automatiquement, des sauvegardes au minimum hebdomadaires et réalisées également sur des supports externes. Ça, à mon avis, il y en a quand même de moins en moins parce que parfois c'est un peu lourd. Hein. Et avoir sensibilisé ses collaborateurs
Donc là, ce sont les conditions de garantie énoncées par le contrat Verspiren. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Dominique ou Yannick. On a commencé à remplir la dernière, puisqu'on commence à sensibiliser les gens qui participent à ce webinaire, donc c'est déjà bien, un bon début. Voilà, ça connaît bien. Exactement. J'ai une petite question de Armand qui me demande quid cybersécurité et blockchain. Ah, ben là, alors effectivement, bon, bah, la blockchain, comme on peut voir, c'est en train de se démocratiser un petit peu. On peut voir que c'est en train de rentrer même dans des très grosses sociétés. Donc ça, bon, bah, c'est actuellement en cours et on a eu des dossiers, effectivement, on a eu des dossiers blockchain où on a pu avoir notamment, comment dire, on a pu avoir on a fait des conférences et on a eu donc des dossiers concernant par exemple des sociétés qui étaient en train de créer leur propre blockchain, etc., qui ont eu des problèmes de fuite de données et autres. Donc forcément la blockchain et sera encore plus impactée par la cybersécurité. Donc voilà, peu importe ce sur quoi on travaille, même le big data, etc., tout sera impacté. Donc la cybersécurité est vraiment, peu importe le métier ou ce qu'on fait, il faut vraiment penser cybersécurité voilà, vraiment sur tout sur quoi on travaille. Voilà, c'est vraiment important. Alors, on voulait terminer par le partage d'expérience. Malheureusement, on a été un petit peu long, voilà. Mais on peut y aller en 2 minutes. Donc, toi, Dominique, qui a eu la grande chance d'être souvent cyberattaqué, parce que j'ai une question de Marilyn qui me dit, alors qu'est-ce qu'on éteint, qu'est-ce qu'il faut déconnecter, qu'est-ce qu'on sort? Tout à l'heure, tu as dit, vous êtes cyberattaqué, vous éteignez. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, on est cyberattaqué, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Ok. Deux types d'attaques qu'on a subies. Une première, un fichier Excel merdique qui fait que l'écran, c'est de la neige qui tombe. Et dessus, on est en train de crypter votre serveur. Donc, la réaction à voir, c'est on débranche du réseau et on va éteindre le serveur. C'est ça qu'il faut faire. Et pour le coup, ça s'est bien terminé puisqu'on a réussi à remettre les sauvegardes et ainsi de suite, donc pas de difficulté. L'autre système, c'est quand on se fait attaquer sa boîte mail. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une usurpation d'identité, ce qui m'est arrivé aussi. Et en fait, la personne rentre, utilise ma messagerie et envoie des mails à tout le monde. Oui, tu avais un ordre à Paris, je me souviens bien. Tous mes contacts avaient reçu un beau message de ma part. Donc, j'ai reçu des SMS. Est-ce que c'était normal ou pas normal? Surtout que ça s'est passé, juste pour la petite histoire, 1 heure après que j'avais animé une conférence sur la cyber. Donc, c'était très drôle. Et donc, en fait, là, on a fait quoi? J'ai changé mon login mot de passe immédiatement sur mon compte de messagerie et on a coupé mes accès le temps que ça se remette en place et 2 heures après, ça avait redémarré. Donc, dans un cas, c'est un impact, une réaction physique, c'est-à-dire je débranche l'ordinateur ou le serveur, non pas d'électricité, mais d'abord de tout ce qui est connexion Internet et réseau, ensuite électricité, et ensuite j'ai sur une attaque de messagerie, là on coupe mes accès, on ferme ma boîte entre guillemets, on change mes logins mot de passe et on réouvre après. Voilà ce que nous on a fait sur les expériences qu'on a eues. Je pourrais en donner d'autres, mais on n'a malheureusement pas le temps. En revanche, si je peux juste ajouter un petit mot sur la facilité qu'ont les hackers, et Yannick pourrait nous en parler, mais malheureusement on n'a pas le temps, de nous piquer nos logins et nos mots de passe ou de piquer des faux sites marchands ou ce genre de choses. Il y a un site que je trouve extraordinaire qui est assez ancien qui s'appelle le Hackathon. Allez voir, il y a 5 ou 6 vidéos sur comment on fait pour piquer un mot de passe, comment on fait pour faire un faux site. C'est des jeunes qui ont fait ça, c'est une boîte canadienne de mémoire. Et c'est très angoissant de facilité. Et notamment via les réseaux sociaux, il faut faire attention à tout ça. Voilà. Donc, on a évidemment une petite conclusion où on se répète et on se répète et on se répète. Donc, les gestes barrières. 1, la sécurisation de notre système. Antivirus, anti-spam, VPN et surtout le VPN. L'antivirus, je pense qu'on y pense tous.
on n'imagine pas ne pas avoir d'antivirus. Le VPN, ça me semble un peu moins évident. Les mots de passe, donc pour les mots de passe, vous aurez tous maintenant l'image du slip et ça, vous pouvez remercier Dominique, voilà. Donc pour les mots de passe, on le change très souvent et il est particulièrement 12 caractères au minimum. Voilà, fort. Stratégie de sauvegarde rigoureuse. Donc, s'assurer qu'on fait des sauvegardes avec Dominique. On a une amie en commun qui s'est fait hacker et elle a eu la grande surprise de se rendre compte que sa sauvegarde était défaillante. Eh bien, je peux vous dire que quand je l'avais en pleurs au téléphone, c'était, enfin voilà, c'est pas marrant du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'anime aujourd'hui ce thème de la cybersécurité parce qu'elle m'a bien sensibilisée. C'était l'année dernière au mois de mai et je m'en souviens encore. Donc les sauvegardes sur votre serveur, des sauvegardes délocalisées, des sauvegardes physiques, enfin voilà, des sauvegardes et ben, un contrat de cyberassurance. Même si on n'en a pas besoin, et à la fin on n'a pas besoin de payer une rançon, on a au moins des experts qui sont là à un moment donné au bout du fil pour nous assister, comme Yannick, pour nous rassurer, pour nous expliquer ce qu'on doit faire. Donc, un 4 gestes barrières, le VPN, le mot de passe, les sauvegardes et le contrat d'assurance. On termine, je ne sais pas, Dominique et Yannick, si vous avez envie d'en rajouter. En tout cas, pour moi, donc ce qu'on a vu juste ici, bon, en tout cas, c'est vraiment les premières bonnes pratiques, effectivement. VPN, mot de passe, sauvegarde, extrêmement important. Donc, sauvegarde. Alors, on peut bien sûr avoir des sauvegardes, comme on a vu, toujours, on va dire, constamment connecté à son réseau. Par contre, effectivement, avoir une petite sauvegarde aussi externe sur un disque dur, etc. Si on sait le faire, ou alors si on peut demander à quelqu'un de nous accompagner, voilà, pour avoir une petite sauvegarde sur un disque externe, par exemple, chez soi. Déconnecté du réseau, c'est vraiment parfait. Voilà. Sinon, en tout cas, bon, tout ce qu'on a vu, en tout cas, bon, j'espère que ça vous aura été utile et n'hésitez surtout pas à nous contacter, par exemple. On peut répondre à vos questions, tout ça. Enfin, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, là, du coup, je vois qu'on a eu un nouveau slide avec les informations, du coup, pour le. Voilà. Donc, ce qu'on vous a promis, hein, donc vous avez le numéro de téléphone de MMA, hein, puisque c'est l'assureur du groupe Verspiren, et on vous a mis aussi le numéro de l'ordre des experts comptables. On a l'habitude hein, de répondre à l'ordre. Il y a tout le service juridique, et si ce n'est pas le service juridique, c'est le service informatique qui vous dépanne. Qui vous aide, qui vous assiste, et Verspiren pour avoir les premiers gestes hein, de secours. Donc, si on a envie de conclure, hein, donc 4 gestes barrières, donc vous avez bien compris l'allusion à cette période de pandémie hallucinante dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et tel que vous prenez soin de vous avec des masques, du gel hydroalcoolique, des distances, de la distanciation sociale, eh bien, s'il vous plaît, prenez soin de votre système informatique avec un VPN, avec des sauvegardes fonctionnelles, avec une assurance cyber et un mot de passe changé régulièrement. Merci beaucoup à tous de votre attention. C'était un vrai plaisir. Et ben, j'espère vous retrouver très, très, très bientôt et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne Merci soirée. Dominique, merci Yannick. C'était très sympa d'animer avec vous. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Prenez tous soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.